Lorsque nous sommes les plus vulnérables, nous remettons notre destin entre les mains d'autrui, en particulier celle des infirmières. Nous les considérons comme l'expression la plus pure de la compassion et de la guérison. Pourtant, pendant ces années éprouvantes, au sein du monde stérile et éclairé au néon des unités de soins d'urgence et de soins intensifs à travers le New Jersey et la Pennsylvanie, une vérité terrifiante était cachée. Un homme, vêtu d'une simple blouse bleue, exploitait cette confiance pour commettre des meurtres. Ceci est la véritable histoire de Charles Cullen. Quelqu'un d'ordinaire, à la voix douce, et en apparence, une infirmière diplômée dévouée travaillant de nuit. Mais dans les heures calmes et désespérées où la vie ne tient qu'à un fil, il était un prédateur silencieux. Pendant plus d'une décennie et demie, il a utilisé des médicaments hospitaliers courants comme la digoxine et l'insuline pour mettre fin systématiquement à la vie de dizaines, potentiellement des centaines de patients. Il a gagné le surnom horrible de « l'ange de la mort ». Son histoire est la trahison ultime de la confiance. Mais la réalisation la plus effrayante est que son déchaînement n'était pas un acte isolé, il a été rendu possible et prolongé par un système de santé dysfonctionnel qui a choisi, de manière répétée et délibérée, le silence financier et légal plutôt que la vie des personnes qui lui étaient confiées. Né en 1960, la vie de Charles Cullen fut assombrie par l'instabilité. Son père est mort alors qu'il était nourrisson, et sa mère a été tuée dans un accident de voiture alors qu'il était adolescent. Cullen a décrit plus tard son enfance comme « misérable » et a avoué sa première tentative de suicide, parmi tant d'autres, à l'âge de 9 ans. Il a tenté de rejoindre la marine, mais fut renvoyé pour raisons médicales, avant de trouver sa vocation à l'école d'infirmerie. Il a obtenu son diplôme en 1987 et a immédiatement trouvé du travail dans le monde stressant et en manque de personnel des soins intensifs. Une pénurie d'infirmiers signifiait que les hôpitaux recherchaient désespérément du personnel, créant un vide massif et mal supervisé dans lequel Cullen s'est rapidement engouffré. Sa carrière destructrice a commencé presque immédiatement lors de son premier emploi au St Barnabas Medical Center en 1988. Les soupçons se sont rapidement accumulés après la découverte de poches de solutions salines trafiquées à l'insuline, provoquant chez les patients un choc soudain, inexplicable et fatal. Il était le principal suspect, mais aucune accusation n'a été portée. Lorsqu'il est passé à ses postes suivants au Warren Hospital et au Hunterdon Medical Center, le schéma de mort inexplicable l'a suivi. La méthode de Cullen était simple et presque intraçable. Il accédait aux machines de distribution automatique de médicaments de l'hôpital et les unités informatisées Pyxis en profitant du laxisme systémique. Il commandait des doses létales de médicaments, le plus souvent le médicament pour le cœur digoxine ou l'insuline, souvent en commandant des médicaments anodins stockés dans le même tiroir, ou simplement en fabriquant un besoin. Ces médicaments, administrés dans la perfusion 4 d'un patient, causaient un arrêt cardiaque rapide ou une hypoglycémie fatale, imitant parfaitement un collapsus naturel chez un patient déjà malade. Les victimes comprenaient une patiente en rémission d'un cancer du sein, un juge et un adolescent. Il n'y avait pas de profil réel, seulement l'opportunité. Le volume même de patients que Cullen a rencontrés au cours de ces 16 années, et l'absence d'autopsie ou de tests toxicologiques appropriés, ont permis à ces décès d'être systématiquement considérés comme inéluctables. Il offrira plus tard des motivations changeantes et contradictoires pour ses crimes. Parfois, il affirmait qu'il agissait par « miséricorde » pour mettre fin aux souffrances de patients très malades. D'autres fois, il confessait que les meurtres étaient impulsifs ou qu'il ne se souvenait tout simplement pas. L'ambiguïté horrible ne faisait qu'approfondir la terreur. La révélation la plus effrayante dans cette affaire est la manière dont les institutions l'ont couvert à plusieurs reprises. Pendant 16 ans, Cullen a déménagé entre 9 hôpitaux et maisons de retraite différents. À chaque endroit, Cullen était signalé par des collègues, des pharmaciens et des superviseurs. Les hôpitaux ont découvert des preuves claires, journaux d'accès suspects aux machines à médicaments, cas où Cullen tentait d'entrer dans des chambres de patients qui ne lui étaient pas attribuées, et rapports de lui accumulant des drogues létales. Pourtant, face à une suspicion accablante, aucune de ces institutions n'a contacté les forces de l'ordre ou le conseil d'ordre des infirmiers. Pourquoi? Ils ont eu recours à ce que l'on appelle un « licenciement silencieux ». Pour éviter des poursuites catastrophiques, des enquêtes coûteuses et le scandale public dévastateur d'avoir un tueur en série dans leur personnel, les administrateurs faisaient pression sur Cullen pour qu'il démissionne tranquillement, lui fournissaient une référence neutre ou même positive, et lui permettaient de passer à l'établissement suivant sans méfiance. Ce cercle vicieux s'est répété pendant une décennie et demie. Les hôpitaux ont donné la priorité à la protection de leurs responsabilités légales et de leur situation financière plutôt qu'à la vie de leurs patients. Charles Cullen lui-même a confirmé plus tard la complicité du système, affirmant que si quelqu'un l'avait simplement signalé plus tôt,
il aurait été arrêté. Le dénouement final de ce cauchemar a commencé au Somerset Medical Center en 2003. La collègue et amie de Cullen, Amy Lou Grant, infirmière en soins intensifs et mère célibataire, luttait pour joindre les deux bouts et avait désespérément besoin de son travail et de son assurance maladie. Elle voyait Charles comme un partenaire gentil, quoique quelque peu triste, pendant le difficile quart de nuit. Mais deux détectives tenaces, Tim Brown et Danny Baldwin, enquêtaient sur une augmentation des arrêts cardiaques inexplicables à Somerset, notamment la mort du révérend Florian Gall, qui se rétablissait lorsqu'il est décédé subitement d'une surdose de digoxine. Le schéma a conduit directement à l'horaire de Cullen et aux journaux de Pixis. La police savait qu'ils tenaient leur homme, mais ils avaient besoin d'une confession irréfutable pour vaincre le mur juridique du secret hospitalier. Ils se sont tournés vers Amy. Ils lui ont présenté les données froides et dures documentant l'activité suspecte de Cullen autour des patients décédés, brisant sa confiance professionnelle et son amitié personnelle. Amy était dévastée, mais son inquiétude pour les victimes et l'avenir a surpassé sa loyauté. Elle a accepté de devenir la clé de toute l'affaire. Elle a courageusement accepté de rencontrer Cullen dans un restaurant public en portant un micro. Lors d'une confrontation tendue et déchirante, elle a fait appel à la personne qu'elle croyait connaître, le pressant d'obtenir des réponses. La rencontre émotionnelle a permis d'obtenir les informations cruciales dont les enquêteurs avaient besoin. Charles Cullen a été arrêté en décembre 2003. Lors de l'interrogatoire, l'ampleur véritable et horrible de ses crimes a commencé à émerger. Il a avoué avoir tué environ 40 personnes. Il a finalement été reconnu coupable de 29 meurtres, recevant 18 peines de prison à vie consécutives. Mais les enquêteurs et les experts, notamment le journaliste Charles Graber, qui a écrit The Good Nurse, estiment que le nombre final est tragiquement et incroyablement plus élevé. Parce qu'il empoisonnait souvent les poches de solutions salines sans discernement dans plusieurs hôpitaux, on estime que Charles Cullen aurait pu tuer jusqu'à 400 personnes, un nombre qui ferait de lui le tueur en série le plus prolifique de l'histoire américaine. Son histoire est une profonde tragédie humaine aggravée par un échec systémique profond. De multiples institutions ont eu l'occasion de l'arrêter, mais ont choisi le silence. Le fait que l'acte ultime d'héroïsme provienne d'une seule infirmière surmenée, Amy Lou Grant, agissant en dehors de la chaîne de commandement établie, est une accusation cinglante quant à l'endroit où résidaient vraiment les priorités du système. L'ange de la mort a prouvé que, parfois, les plus grands dangers ne sont pas cachés dans l'ombre, mais sont autorisés à circuler librement sous les lumières les plus vives, protégés par la négligence et la cupidité.